messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. Léa, bonsoir. Chère Tidiane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Vive indignation des religieux après la mort du jeune talibé rudement violenté par son maître coranique. Ils plaident tous pour des daras mieux organisés. Confusion autour du limogeage de Tamsir Faye. Souleymane Jules Diop apporte ses précisions. Le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur soutient que le consul du Sénégal à Marseille reste bel et bien à son poste. Le système sanitaire paralysé ce mardi avec la grève du SAMES, un mouvement bien suivi sur toute l'étendue du territoire selon le secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Sur l'international, Saïd al-Islam, jugé par contumace, le fils du guide libyen Mohamed Kadhafi, a été condamné à mort avec 8 autres collaborateurs. Et puis à suivre en fin d'édition le dossier économique qui s'intéresse aux activités autour des plages en cette période de chaleur. À la pointe des Almadies, elles sont plutôt lucratives. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Léa, la mort du talibé de 12 ans à Yeumbeul, unanimement condamné chez les religieux. Pour Seyda Mariam Agnès, la mendicité ainsi que les sévices corporels infligés aux jeunes talibés doivent absolument cesser. Un avis que partage l'imam de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse. Leurs propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Ils s'exprimaient en marge de la conférence internationale de la paix. Reportage. L'élément n'est pas en place, donc Léa, la mort de ce jeune talibé de 12 ans, c'était hier à Yeumbeul, donc une mort condamnée vivement donc par ces autorités religieuses que vous venez de citer. L'élément est en place, donc je vous propose de suivre le reportage signé à Maïmouna Ndiaye. Encore un talibé battu à mort par son marabout. Ce drame vient allonger la liste des élèves maltraités dans les daras. Seyda Mariam Agnès alerte. Je déplore ce mauvais comportement venant d'un maître coranique. Ce n'est pas bien. Moi qui vous parle, j'ai encadré des enfants pendant plus de 50 ans, mais je ne les corrige pas ainsi. Je condamne ce geste. Cela ternit l'image de l'école coranique. Mais aussi, un marabout qui n'a pas les moyens nécessaires ne peut pas aussi empêcher la mendicité. L'imam de Medina Baye de préciser qu'il faut corriger l'enfant tout en évitant les sévices corporels. L'école coranique rime avec correction. Ça c'est sûr, au temps du prophète Mohammed, la correction était le dernier recours. Il n'a jamais prôné les sévices corporels. Ça c'est très important. Les religieux interpellent l'État pour que ces mauvais traitements ne se reproduisent plus dans les écoles coraniques. Lutte contre le terrorisme, le chef de l'État s'associe aux foyers religieux pour lutter contre le fléau. Pour Macky Sall, la menace est bien là, mais pas question d'avoir peur. Le chef de l'État présidait l'ouverture de la conférence internationale sur la paix ce matin, une conférence initiée par Medina Baye Niasse. Nous l'écoutons au micro de Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Alliance l'a proposé. Je prône les alliances dans les foyers religieux. La menace terroriste est très proche et elle nous interpelle tous. Il faut vraiment une mobilisation forte. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de dialogue possible avec les terroristes. Ce n'est pas possible du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue possible. Nous allons renforcer la vigilance. Aujourd'hui, les gens refusent d'aborder certaines questions. Détrompez-vous, engagez-vous et soyez vraiment vigilants dans toutes les mosquées. C'est très important.
Les précisions de Souleymane Jules Diop sur l'affaire Tamsir Faye. Léa, le consul du Sénégal à Marseille reste bel et bien à son poste. Pour le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, le limogeage de Tamsir Faye n'est pas à l'ordre du jour et relève de la seule prérogative du chef de l'État Hadi Attala et Mohamed Dia. Un rebondissement dans l'affaire de l'éventuelle défenestration de Tamsir Faye, consul du Sénégal à Marseille. Le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur dément formel, il déclare que le diplomate est à son poste. À ma connaissance, Tamsir Faye est à Marseille. C'est tout ce que j'ai à dire. Selon Souleymane Jules Diop, une telle décision relève de la compétence du chef de l'État. Le président de la République, avec le calme qu'on lui connaît, avec justement le détachement qu'on lui connaît, la hauteur qu'on lui connaît, apprécie et se donne souvent d'ailleurs le bon temps pour apprécier. Et il décidera, et il est le patron, et tout le monde se conformera à sa décision. Le secrétaire d'État invite l'opinion à faire preuve de retenue dans cette affaire. Les grands pays se reconnaissent par l'importance et la grandeur qu'ils accordent à leurs citoyens, notamment quand ils sont à l'étranger et donc dans une situation vulnérable. C'est ce que fait la France, c'est ce que font les États-Unis, c'est ce que font d'autres pays, c'est ce que j'ai fait pour mon compatriote en disant simplement aux gens, mais au moins la présomption d'innocence. Il déclare en outre que le consul est d'une probité morale qui ne souffre d'aucune contradiction. Il y a 2 semaines, les imams, les chefs religieux, coutumiers, devant 5000 Sénégalais, c'est le rassemblement le plus important qu'il y ait eu au sein de la diaspora depuis que j'y évolue, que je connais, et ont été unanimes pour saluer vraiment le travail de ce garçon et sa conduite exemplaire. Les relations heurtées entre le ministère des Affaires étrangères et le secrétariat des Sénégalais de l'extérieur est un secret de polichinelle. Et l'affaire Tamsir Faye, une énième source de malentendus entre les deux services. Cette sortie de Souleymane Jules Diop ne va-t-elle pas envenimer la situation au détriment de la diplomatie? Tension au conseil départemental de Thiès où des conseillers accusent Yankhoba Diattara, premier vice-président du conseil départemental, d'avoir mal géré le budget. Un budget voté à l'unanimité. Léa, il s'insurge aussi de l'utilisation abusive des fonds de dotation. Yankhoba Diattara s'inscrit en faux contre ces accusations. C'est une correspondance signée Seylatir et Cheranta Diop. Guéguerre au conseil départemental de Thiès entre le groupe d'initiative pour la défense des intérêts des conseillers et le premier vice-président de l'institution Yankhoba Diattara. Selon le porte-parole du groupe, Abdoulaye Sow, Yankhoba Diattara a tripatouillé le budget. Voté le budget 2015, celui-ci, lors de sa transmission au préfet du département, a été tripatouillé. 6 virements de crédit ont été opérés par le bureau du conseil. Ce premier vice-président Yankhoba Diattara s'en est inscrit totalement en faux. Ce qu'ils confondent, c'est qu'un projet de budget qui a été soumis au conseil pour examen et vote et qui a connu quelques réaménagements et réajustements de certains suite à l'intervention de certains conseillers et qui a été mis au propre et transmis au préfet du département et qui l'a approuvé. Les plaignants n'ont pas manqué de décrier l'utilisation abusive du carburant. Que le bureau a avoué lors de la session du 4 juillet 2015 avoir utilisé 4 900 000 francs CFA de carburant à des fins privées et individuelles. Les auteurs de cette situation doivent être soumis à l'application de l'article 59. Cet article parle de leur révocation et de leur perte d'éligibilité pour 10 ans. En tout état de cause, ces conseillers, plus que jamais déterminés aujourd'hui à aller jusqu'au bout de leur logique, n'entendent pas baisser les bras. Ils vont ainsi devoir croiser le fer avec Yankhoba Diattara qui dit les attendre de pied ferme. Cheranta Diop, le SAMES, plutôt satisfaite de sa première journée de grève. Son secrétaire général assure que le mouvement a été bien suivi sur l'ensemble du territoire. Pour rappel, le SAMES proteste contre le licenciement de leurs camarades du centre de santé de Han, conséquence selon eux de l'acte 3 de la décentralisation. Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia. Pour une première journée de grève, l'on peut dire que c'est réussi. Selon le syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES, leur mouvement d'humeur de 48 heures a été suivi sur l'ensemble du territoire national. Le mouvement a été entièrement suivi sur l'étendue du territoire.
aussi au niveau aussi des hôpitaux de Dakar, le mouvement a été suivi. Et là, je pense que le BEN, en tout cas, a une satisfaction entière et vraiment remercie l'ensemble des camarades qui sont mobilisés pour un succès de ce mouvement de 48 heures. La cause de leur grève, le Dr Boli Diop l'explique par le licenciement de leur collègue Mbaye Paye du centre de santé de Anne. En effet, vous savez que depuis quelque temps, on assiste à un licenciement et à un limogeage de médecins. Le médecin de Grand Dakar a été licencié par son maire, qui n'a pas en tout cas compris l'essence et l'esprit de l'acte 3 de la décentralisation par rapport à la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le limogeage de notre ancien secrétaire général, le docteur Mbaye Paye, qui est le médecin chef du centre de santé de Anne. Selon lui, ces licenciements commencent à devenir une habitude avec l'avènement de l'acte 3, de la décentralisation. C'est le problème de l'interprétation de l'acte 3 par certains maires. Je rappelle que avant l'acte 3, il y avait l'acte 2 et les structures étaient gérées, n'est-ce pas, par les communes et les communautés rurales. Maintenant, avec l'acte 3, certains maires n'ont pas compris leurs prérogatives dans l'acte 3 et interprètent mal les textes. Dès lors, ces médecins comptent se battre jusqu'à leur dernière énergie pour que les conséquences de l'acte 3 ne leur soient pas fatales. Le SAMES donc satisfait de leur mouvement de grève qui a été très bien suivi et de ce pas on y va à Matam pour voir comment est-ce que cela a été vécu sur place. Ali Bandel, bonsoir. Bonsoir Diao. Alors Ali Bandel, est-ce qu'on peut avoir les conséquences réelles donc de cette grève dans la région de Matam? Et de perturbations sur le fonctionnement de l'hôpital de Ourossogui par exemple, où l'ensemble des médecins sont membres du SAMES ce matin. Donc la surprise a été grande pour les patients, les populations qui le plus souvent, les mardis matins, avaient rendez-vous au niveau des différents services où se trouvent les médecins. Aujourd'hui donc, il n'y a pas eu de service au niveau des différentes structures de l'hôpital de Ourossogui. Des populations qui sont rentrées dessus et d'autres qui sont obligées d'attendre. Comme vous le savez, l'hôpital de Ourossogui reçoit des patients en provenance de différentes zones et même de la Mauritanie, ces dernières. Donc sont obligés d'attendre la fin de la grève prévue dans les 48 heures pour donc être admis ou vus par le médecin donc avec qui ils avaient rendez-vous sur Tidiane. Voilà, merci Ali Bandelnian, donc le ministre de la Santé qui annonce des pourparlers entre les différentes parties. Eva Marie Kolsek, interpellée par notre reporter Ibrahim Diouf cet après-midi. Nous l'écoutons. Le SAMES est en grève alors que nous étions en train de travailler avec cette organisation avec laquelle on a de très bons contacts, on a de très bons rapports. Il se trouve que depuis, on peut dire 72 heures, il y a eu, comme on dit, un coup de tonnerre dans un ciel serein qui était le fait que un des leurs a été, disons, suspendu de ses fonctions. Nous sommes en train de travailler avec ces dernières pour essayer quand même de stabiliser les choses. Parce que quand il y a un conflit dans les collectivités locales, mais que ça prenne une ampleur nationale, cela a un impact sur tout le système de santé. Sinon, pour les autres aspects des accords, nous sommes en plein dans un travail avec les autres ministères, notamment la fonction publique et le ministère des Finances, et les choses vont vraiment dans le bon sens. Donc il n'y a pas de vrai problème, mais sachez que bon, quand les choses s'embrassent, on met un peu tout dans le même sac, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, le ministre de la Santé, Eva Marie Kolsek, nous vous parlions hier du mouvement d'humeur des invalides de guerre qui faisaient état de leur mal-être. Eux qui disent-ils sont restés 3 mois sans avoir droit à des médicaments dans les pharmacies. Justement, le colonel Aboukam de la DIRPA est en ligne. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir, M. Diao. Alors, colonel, que répondez-vous donc face à cela? Oui, je vous remercie M. Diao et j'en profite pour saluer en fait vos téléspectateurs, juste en fait pour préciser qu'il ne s'agit pas d'un blocage en termes de refus de délivrer des médicaments, mais plutôt il s'agit en fait de remettre les choses, n'est-ce pas, dans l'ordre normal des choses. Je veux dire, excusez-moi en fait cette erreur. Il s'agit en fait d'un réseau que nous avons eu en fait à identifier suite à la plainte de 4 médecins. La première plainte, en fait, le premier rapport signé de ces médecins-là, du premier médecin, il s'agit en fait du 22 juin.
le deuxième le 23 juin, le troisième le 22 juin aussi, et enfin le quatrième le 20 juillet, ces médecins officiants à l'hôpital principal se sont plaints de leur cachet qui aurait été en fait falsifié et utilisé pour percevoir des bons de pharmacie au niveau des bons de médicaments au niveau des pharmacies. Donc c'est en fait pour remettre les choses dans la plus grande orthodoxie qu'il a été spécifié à ces pharmaciens qu'aucune ordonnance ou bien aucun bon de médicaments ne devrait être servi à des ordonnances estampillées par les cachets de ces médecins que je viens en fait de citer tantôt. La fraude est telle qu'il y a même quelqu'un qui s'appellerait Babou Karnian, médecin capitaine qui n'existe pas, qui ne soit pas militaire et qui a en fait un cachet, son cachet en fait estampillant des commandes de médicaments et qui fait aujourd'hui qu'une seule pharmacie en 6 mois perçoit sur le trésor public 2 milliards 10 millions. Donc ce sont ces choses-là que nous voulons un peu ramener en tout cas dans l'orthodoxie en disant aux ces camarades, n'est-ce pas, dont les images en fait nous font très mal qu'elles passent à votre écran, que leurs préoccupations, leurs conditions resteront, devrais-je dire, n'est-ce pas, au cœur, n'est-ce pas, de l'action du commandement, de l'action sociale du commandement. Voilà, colonel Thiam, donc la situation est là, vos anciens camarades de guerre sont actuellement lésés. Que comptez-vous faire pour pallier ce problème? Oui, je retiens un mot. Vous avez dit nos camarades de guerre. Effectivement, ce ne sont pas nos anciens camarades de guerre, ce sont encore nos camarades. Parce qu'encore une fois, nous vivons très mal leur situation, nous vivons cette situation dans notre chair et dans notre sang. Mais il se trouve qu'aussi, quel que puisse être en fait l'amour et l'attention que nous portons en fait devant leur situation, il faut aussi que les choses restent, n'est-ce pas, en place dans le cadre de la légalité et dans le cadre normal des choses. Les pharmacies ne sont pas interdites de délivrer des médicaments, mais plutôt de délivrer des médicaments à ceux-là, n'est-ce pas, qui seront dépositaires de bons carnets de pharmacie estampillés ou c'est-à-dire signés et autorisés par des médecins agréés désignés à cet effet. Parce qu'encore une fois, il y a eu certains qui ont fait faux et usage de faux, n'est-ce pas, en dupliquant certains cachets, mais ce sont ces 4 médecins-là donc qui en fait ne peuvent pas avoir leur ordonnance perçue par les pharmacies. Voilà, merci pour ces précisions, colonel Abou Thiam. Nous poursuivons cette édition avec le gouvernement du Sénégal, Léa, qui est au chevet des rapatriés du Gabon admis à l'hôpital général Grand Yoff. Ils sont plus d'une dizaine, certains sont blessés par balle, d'autres ont été victimes de torture. Ces immigrés sénégalais rescapés de Libye ont chacun reçu une enveloppe de 100 000 francs CFA. Souleymane Jules Diop leur a rendu visite ce matin et je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Adi Atala. Nous sommes partout pour les Sénégalais. Nous soignons des malades, nous rapatrions des corps, nous rapatrions des gens parfois atteints de traumatismes mentaux, de syndrome post-traumatique et nous assistons les Sénégalais partout où ils sont. Évidemment, en plus des financements que le président de la République leur accorde. Tout ce que nous faisons, nous intervenons dans tous les domaines. À chaque fois, nous venons avec une enveloppe de 100 000 francs. Ce n'est pas beaucoup, mais comprenez que c'est une première. Et comprenez que pour quelque chose qui n'est pas prévu dans le budget, avec les priorités qui sont celles de notre pays, quand je vous dis qu'il y a près de 700 Sénégalais qui sont arrivés, comprenez que jusque-là, tous ont été pris en charge. Le président de la République, à chaque fois, fait un effort extraordinaire, mais surtout fait preuve d'une grande générosité quand il s'agit des Sénégalais de l'extérieur. Je suis content avec le gouvernement, parce que nous, étrangers, nous trop Libye. Nous sommes contents du soutien du gouvernement. Nous sommes très fatigués depuis 3 mois. Je viens en consultation. Au moment où je vous parle, il ne me reste plus rien. J'ai tout dépensé grâce à certaines bonnes volontés que j'arrive à assumer quelques soins. J'ai reçu une balle dans l'abdomen. ñoma di jappalem xaliss ñoma dimbal affaire bi lepp ñoma dimbal bal lañ ma door kenn fi. Une
randonnée pédestre pour lutter contre le cancer du col de l'utérus, une initiative du centre de santé de Kolda en partenariat avec l'ONG Amref Health Africa. Sur place, un dépistage était également organisé. C'est une correspondance signée Abdoulaye Diallo. Pour freiner la progression du cancer du col de l'utérus, le personnel du centre de santé de Kolda et des membres des OCB ont battu le macadam pour sensibiliser les Fouladounabe sur les dangers de cette pathologie et les inviter à se faire dépister gratuitement. Nous avons inscrit la lutte contre le cancer du col de l'utérus. C'est pour cela, dans notre programme, nous avons prévu tous les 3 mois d'organiser un dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. Et cette fois-ci, nous l'avons couplé avec une randonnée pédestre qui a réuni l'ensemble des partenaires du district, les prestataires et des bonnes volontés pour faire le tour de la ville, sensibiliser les populations dans le cadre de la prévention du cancer du col de l'utérus. Pour une meilleure prise en charge du traitement du cancer du col de l'utérus, Amref Health Africa, partenaire du district sanitaire, est sur le point de mettre en place une unité de cryothérapie au centre de santé de Kolda. À la suite de cette étape d'aujourd'hui, il y a encore d'autres étapes toujours dans le processus de lutte contre le cancer du col au niveau de la région de Kolda. Nous allons installer au niveau du centre de santé de Kolda une unité de cryothérapie. Nous allons l'installer au courant du mois d'août prochain. Une unité de cryothérapie, toujours pour une bonne prise en charge, n'est-ce pas, des femmes dans le cadre de la lutte contre le cancer du col. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'auparavant, les femmes étaient obligées d'aller jusqu'à Dakar au niveau de l'hôpital de Dantec pour pouvoir suivre un traitement. Cette unité, une fois installée, cela pourrait éviter les déplacements des patients coldois vers Dakar ou ailleurs pour trouver un traitement. Nous parlons de justice. Maître Amadou Sall et Mamadou Lamine Massali devront repasser devant le juge du tribunal spécial. Le procès de Maître Sall, qui bénéficie d'une liberté provisoire, est reporté à une date ultérieure. Celui de Mamadou Massali repoussé au 3 août prochain. Amadou Sall est poursuivi pour offense au chef de l'État. Mamadou Massali, son frère de parti, jugé pour outrage à agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis toujours dans le domaine de la justice, jugé ce mardi au tribunal de Dakar, l'affaire Tamsir Ndiaye Jupiter est mise en délibéré le 31 juillet prochain. Tamsir Ndiaye Jupiter est poursuivi pour actes contre nature, pédophilie et détournement de mineurs. Ses avocats plaident la relaxe pure et simple de leurs clients, sans peine ni dépens. Dans son réquisitoire, le procureur a requis la peine maximale de 5 ans d'emprisonnement ferme. Bientôt, un manuel du code de la route traduit en 6 langues au Sénégal, une initiative du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement à travers la direction des transports routiers. Oui, le Wolof, le Serer, le Pulaar, le Diola, le Mandeng et le Soninké sont les langues choisies pour la première édition de ce manuel bien accueilli chez les usagers. En sujet signé Ibou Diouf et Mardian. Le manuel du code de la route en français est bien connu des usagers de la route, mais traduit en langue nationale est une nouvelle idée de la direction des transports routiers du Sénégal. Des panneaux de signalisation en Wolof, Serer, Pulaar, Diola, Mandeng et Soninké, bientôt disponibles dans un document. C'est une très bonne chose pour ceux qui n'ont pas fait le bon. Une fois qu'ils sont alphabétisés dans ces différentes langues nationales, ils maîtrisent le véhicule, mais n'ont pas le temps de se former. Si dans ces bouquins, eux-mêmes, ils peuvent lire, comme ceux qui sont alphabétisés en langue arabe, ils pourront toujours acheter ce livre, apprendre et se parfaire. Ce n'est jamais trop tard de bien faire. Et puis, la prévention routière a un rôle à jouer là-dessus. Parce que c'est lui qui devait faire recycler les chauffeurs. Une idée saluée par certains usagers de la route, même s'ils pensent que l'utilisation de ce manuel nécessite un certain savoir-faire. Il faut chercher des gens qui peuvent parler français correctement, qui savent, par exemple, ce que ça veut dire le mot français, qu'ils devaient traduire aux chauffeurs, et ils peuvent le traduire en Wolof aussi, clairement. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Parce que s'il le comprend en français, il ne peut pas le traduire en Wolof, ça ne sert à rien. Le moniteur doit être formé à ça, pour qu'il puisse parler les deux langues correctement. La sécurité routière, là, ça repose sur le code de la route.
Plus on maîtrise le code de la route, plus on peut s'en sortir. Mais on a beau conduire, on n'a aucune notion du code de la route. Plus on conduit, plus on devient plus dangereux. C'est là qu'on ne peut comprendre le risque. La direction des transports routiers du Sénégal franchit une autre étape dans la lutte contre l'insécurité routière. L'atelier du 28 juillet est une occasion pour le ministère des Transports et les usagers de la route pour mieux communiquer sur ce manuel didactique du code de la route traduit en 6 langues nationales. Et puis sur l'international, Saïd Al-Islam, jugé par contumace par un tribunal de Tripoli ce mardi, Léa, il a été condamné à mort avec 8 autres de ses collaborateurs. On les accuse, Chartidienne, d'être impliqués dans la répression sanglante de la révolte de 2011. Retour sur le parcours de celui qui était présenté comme l'héritier politique de son père, Mohammar Kadhafi. Kodendiaï. Président de la Fondation internationale Kadhafiste pour la charité et le développement, Saïf Al-Islam a souvent été présenté comme le potentiel successeur de son père. En 2011, dès le début de la révolte, Saïf Al-Islam se fait l'avocat d'une ligne dure face aux contestations, contredisant ainsi l'image de réformateur dont il jouissait jusque-là. Après la prise de Tripoli par les forces du Conseil national de transition, puis la chute des derniers bastions kadhafistes, il passe dans la clandestinité, sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale et Interpol pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Saïf Al-Islam est arrêté le 19 novembre 2011 à Zitan, dans le sud de la Libye. 4 ans après la chute de Mohammar Kadhafi et de son régime, Saïf Al-Islam est jugé par contumace par un tribunal de Tripoli. Il a été condamné à la peine capitale ce mardi. 8 autres collaborateurs du GUD libyen ont aussi écopé de la même peine pour le rôle joué dans la répression sanglante de la révolution de 2011. Kodendiaï, Philippe Luther, directeur d'Amnesty International, section Afrique du Nord et Moyen-Orient, donc fustige les condamnations de mort prononcées contre Saïf Al-Islam et 23 anciens responsables du régime libyen. Un procès donc entaché de graves irrégularités, dit-il. Tout de suite, la page des sports. Football, la saison de Ligue 1 2014-2015 indécise jusqu'au bout, ce que Amsat Fall explique par un équilibre compétitif. Il a rencontré nos reporters Papier Diak et Gervais Yao. Jusqu'à la 26e et dernière journée, 3 équipes se disputaient encore le titre de champion de Ligue 1. En bas de classement, la bataille pour le maintien a aussi été rude. La saison de Ligue 1 2014-2015, une saison indécise jusqu'au bout. Il y a eu un véritable équilibre compétitif qui a été parfait durant toute la saison. Et quand il y a un suspense, le public s'en raffole. Et quand le public vient, forcément, ça va permettre en tout cas à des sponsors de venir. Pour déterminer le champion, il a fallu recourir à une véritable arithmétique. Une bonne partie de la presse est d'ailleurs tombée dans le piège. Malheureusement, je dirais que s'il y a un acteur du football qui n'a pas compris, c'est les journalistes. C'est des textes qui régissent le fonctionnement du football et qui sont disponibles. Je pense que même on va tirer les enseignements. Nous allons le mettre dans notre site. Bon, un site qu'on a commencé cette année. Donc on va encore l'améliorer pour que en tout cas tout le monde s'en saisisse. Autre conséquence de ce suspense total, le trophée qui n'a pu être décerné au champion le jour même de son sacre. Célébration remise à la finale de la Coupe de la Ligue. À la finale de la Coupe de la Ligue, notamment dimanche prochain, on va organiser, la remise, du championnat, du trophée du championnat. Surtout que c'est Douane qui est encore concerné, en tout cas par cette finale de la Coupe. L'AS Douane a été sacrée championne du Sénégal de Ligue 1 au bout d'une saison riche en émotions et en suspense. Une saison qui, malgré les multiples trêves, s'est tenue dans les délais avec une bonne maîtrise de la programmation. Le dossier du jour à présent, c'est les vacances d'été et au niveau de nombreuses plages de la capitale, des activités économiques sont en plein essor. C'est le cas à la pointe des Almadies, Chartidiane. Le commerce d'ormeaux, d'oursins ou de poissons génère entre autres beaucoup de fonds. La monnaie circule, c'est l'objet de notre dossier du jour signé Ibrahima Khan et Moudou Diop. Une plage pour se détendre en cette période de canicule, des femmes qui écaillent du poisson, nous sommes à la pointe des Almadies. Dans cet endroit prisé se développent plusieurs activités génératrices de revenus.
Rokhaya est marieuse. Elle s'active dans ce lieu depuis bientôt 15 ans. Son domaine, le commerce d'ormeaux. J'achète les ormeaux et des plongeurs pour les revendre. C'est une activité qui demande beaucoup d'argent. Nous achetons le kilogramme à 3 000 francs. Si nous voulons collecter 4 tonnes, par exemple, il nous faut des millions. À l'image de cette dame, Souley Gueye, un autre marailleur, officie dans ce domaine. L'activité marche, mais pas tout le temps. Tout dépend de la marée. S'il y a une marée haute, il est difficile de collecter le produit. Il faut attendre que la marée soit basse pour trouver le produit en abondance. Après la collecte, les ormeaux sont achetés par Elim Pêche, une entreprise Sisa Joal qui les exporte vers l'Asie, la Chine en particulier. Outre le commerce d'ormeaux, d'autres activités sont notées dans ce bel endroit. Cette dame est en plein dans la préparation de ses oursins. Là, j'ai une commande à livrer à 18 h. D'habitude, c'est moi qui plongeais pour chercher les oursins, mais maintenant, la relève est assurée par mes enfants. Je me contente de vendre. Parfois, nous pouvons gagner 10 000 voire 20 000 francs la journée. Non loin d'elle, Ngone Diallo commence à braiser ses poissons. Elle a embrassé cette activité depuis presque 20 ans. Je suis issu d'une grande famille. Ma mère n'a que 2 filles. Nous l'avons toujours assistée dans son travail au point de quitter l'école pour cette activité. Nous le faisons pour aider nos parents. La Pointe des Almadies, un lieu très convoité en cette période de vacances, un milieu où l'on note également une bonne circulation de la monnaie. Makan, merci Léa, merci, c'est la fin de ce journal. Merci à toi Chartidiane et n'oubliez pas de nous suivre exactement l'information sur gfm.sn. Voilà, et sur Twitter également Léa. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, l'invité du 20h, Antoine Diouf, reçoit Galoba, le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé.